Très bien. La séance est ouverte. Donc bonsoir à chacune et à chacun d'entre vous. Merci pour votre présence. Et au-delà du salut que je vous adresse, je veux saluer le public, à la fois le public en présentiel et le public éloigné, mais qui nous suit attentivement sur leur ordinateur. Je vous rappelle justement à l'intention de ceux qui nous suivent à l'extérieur qu'ils peuvent bien entendu visionner toute la séance et qu'ils peuvent aussi poser des questions, mais que les questions trouveront leur réponse en différé dans la mesure où elles doivent être instruites et vérifiées par les services en fonction, bien entendu, de la question qui est posée. Et pour poser une question, eh bien, il suffit de faire legrésivaudans.fr/conseil communautaire.fr et le tout, conseil communautaire, tout attaché. Donc je vais procéder à l'appel nominatif. Armanès Cédric, présent. Ayache Patrick. Basset Michel. Baudin Philippe. Beau Patrick, je l'ai vu. Bellini Patricia, je l'ai vu. Benoît Claude, je l'ai vu. Besson Anne-Françoise, je l'ai vu. Bonnet Clément, je l'ai vu. Bonnet Dominique, présent. Bourdelin Coralie, présent. Jean-François Clapaz, présent. Alexandra, je l'ai vu passer. Roger Coard, présent. Conry Cécile, présente. Kurt Isabelle, je l'ai vu. Destin de Bernice, Brigitte, pas vu. Dulon Brigitte, je l'ai vu, oui, ah oui, je vous avais perdu. Dupont Agnès, Duret Christophe, je l'ai vu. Engrand Christophe, Ferrotin Thierry présent, Flamand Michel présente, Forté Pierre est là, Fragola Annie présente, Gadel Nelly présente, Gelins Claudine présente, Genestier Philippe présent, Gentil Yona excusé, Gerbeau Martin présent, Gonnet André présent, Guichard Annick présente, Guilly Alain présent, je l'ai vu, Jacquin Mylène présente, Jurado Joseph présent, Conly Martine présente, Latarge Richard présent, Leca Philippe présent, Lenoir Hervé présent, Lorimier Philippe présent, Maigret Christelle présent, Millet Régine pas encore arrivée, Monteil Clara présente, Oléon François présent, Perrault Delphine présente, Pommelet Serge présent, Quinet Moura Claire non, j'ai pas vu. Racurde Guillaume présent, Rebuffet Franck présent, Robin Cécile présente, Salvetti Olivier présent, Simonazzi Myriam présente, Somme Franck, je ne l'ai pas vu passer, non, pas là. Sorel Brigitte, pas vu non plus. Stéphanie François présent, Suzillot Christophe présent, Tabé Youssef, Torresilia Jean-Claude, pas vu. Venturini Martine présente, Villarino Régine présente et Vinck Damien présent. Non, présent, il a donné pouvoir à Patricia. D'accord. Très bien. J'ai par ailleurs reçu un grand nombre de pouvoirs, ou un certain nombre de pouvoirs. Julien Lorenz a donné pouvoir à Jean-François Clapaz. Françoise Vidot a donné pouvoir à François Oléon. Olivier Rosio a donné pouvoir à Alain Guilly. Je vous prie de m'excuser. Sylvie Large a donné pouvoir à Michel Basset. Annie Tamy a donné pouvoir à Annie Fragola. Marie-Béatrice Mathieu a donné pouvoir à Dominique Bonnet. Valérie Pétex a donné pouvoir à Olivier Salvetti. François Bernigaud a donné pouvoir à Cécile Conry. Sidney Reboa a donné pouvoir à Christelle Maigret.
Zakia Benzeguiba a donné pouvoir à Christophe Suzillo, Françoise Midali a donné pouvoir à Martine Colly, Karim Chamon a donné pouvoir à Régine Millet, et donc il y a un pouvoir pour Patricia Bellamy de la part de Damien Vinck. Et est-ce qu'il y a d'autres pouvoirs qui ne m'auraient pas été signalés? Non. Très bien. Est-ce que quelqu'un est candidat pour être secrétaire de séance? Patricia, Patricia, c'est bien. Faut que je lise la suite aussi. Je vous rappelle que dans l'attente de la retranscription sous format papier du procès-verbal, le Conseil communautaire du lundi 29 septembre 2025 est accessible sur la chaîne YouTube du Grésivaudan, le-grésivaudan.fr, le tout attaché. Enfin, l'administration me signale qu'il lui est parfois difficile de noter vos départs définitifs du Conseil. Aussi, je vous remercie de bien vouloir vérifier par un geste de la main, c'est gentil, un regard, c'est encore plus agréable, que c'est bien enregistré de leur côté. Voilà. Est-ce que c'est noté pour tout le monde? J'ai bien lu et j'ai tout lu, c'est ça? Parfait. Donc, au-delà du ton badin que je viens d'adopter pour l'instant, il y a un ton beaucoup plus sérieux que nous devons adopter et que je vous propose d'adopter et qui est lié à la situation que connaît aujourd'hui l'entreprise Tesser sur la commune de Crolles. Et il est clair que c'est un drame pour notre territoire, c'est un drame pour des familles, et je crois que nous avons le devoir, les uns et les autres, de nous associer pleinement, en vertu de nos moyens, à accompagner justement cette situation d'une fermeture brutale d'entreprise et d'accompagner à la fois les salariés et les familles sur un plan humain et sur un plan professionnel. Alors dans ce cadre-là, effectivement, nous avons les uns et les autres immédiatement réagi, puisque à la fois le maire de Crolles et à la fois Jean-François Clapaz, le vice-président chargé du développement économique et industriel, se sont rendus sur place pour rencontrer les salariés et les membres de la direction et leur apporter, bien entendu, au moins dans un premier temps, notre soutien moral et notre compréhension de la situation. En parallèle, j'ai signé un courrier qui a été adressé à Fabrice Pankouk, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, en lui demandant d'être attentif à la situation créée soudainement sur Crolles. Le même courrier a été adressé à Sébastien Martin, le nouveau président du développement industriel. Et j'ai eu tout à l'heure, ministre, pardon, et j'ai eu à l'instant Madame la préfète de l'Isère pour avoir une lecture convergente de la situation à partir de l'ensemble des acteurs publics autour de cette situation à la fois industrielle, économique et humaine par rapport aux salariés et aux familles. Et puis, de manière à être concret et à illustrer notre attitude, je pense que chacune et chacun d'entre vous en a eu connaissance. On a fait au nom du territoire du Grésivaudan et de la communauté de communes un communiqué de presse qui est paru dimanche dans le Dauphiné libéré. Voilà. Et nous aurons bien entendu les uns et les autres à suivre attentivement cette situation qui frappe douloureusement notre territoire et l'ensemble des familles qui sont concernées par cette décision du groupe Tesser. Voilà. Donc on a une première délibération dont le rapporteur est Olivier Salvetti. Alors, j'avais demandé à Olivier de faire une synthèse un petit peu de tout ce qui avait été porté par sa vice-présidence dans la période de la mandature 2020-2026. Donc ce document sera envoyé à tous les maires et à tous les élus communautaires pour que vous ayez une bonne connaissance de la situation telle qu'elle se présente aujourd'hui dans le domaine de l'agriculture et de la forêt et de tout le travail qui a été accompli. Alors, contrairement à d'autres secteurs, on n'aura pas droit à un t-shirt, mais au moins, Olivier aura fait un bilan complet de son travail qui sera bien entendu à disposition de tout un chacun. Voilà, la parole est à Olivier.
Oui, merci, Monsieur le Président. En fait, pour simplifier, c'est vrai que quand le président m'a demandé ça, je lui ai demandé 1 heure et demie de présentation et ça faisait un peu trop long, vu tout ce qu'il y avait à dire. Donc là, on va partir directement sur des délibérations importantes, puisque la première concerne des fonds de concours. On évoquait au dernier conseil, du moins certaines personnes évoquaient, dirons-nous, qu'est-ce que fait la communauté de communes du Grésivaudan pour l'alimentation. Et bien justement, ce fonds de concours répond exactement à cette question, puisque nous sommes sur le fonds de concours de la transition agricole pour une production nourricière locale de qualité. Et comme vous allez pouvoir le constater, en fait, on est sur 3 communes différentes qui, par le hasard ou justement dans le dynamisme de notre territoire, ont trois fermes communales. Et les 3 fermes communales, c'est du maraîchage. Donc sur la première délibération, on est sur la commune de Laval, en Beldonne. Il y a quelques années en arrière, on a Léa, une maraîchère, qui s'était installée justement sur un terrain communal. Aujourd'hui, pour pérenniser justement l'activité de maraîchage, la commune souhaite acquérir justement tout ce que Léa avait pu investir, notamment une serre et d'autres petits bâtiments de stockage. Donc ça, c'est la première sollicitation. Donc, il y a une estimation des dépenses qui est de 9 750 €. Et comme vous le savez, on accompagne à 50% du reste à charge. Donc, le montant du fonds de concours serait de 4 875 €. Dans la même dynamisme, là, on a la commune de Montbonneau qui, elle aussi, a une ferme communale. Et donc, l'objectif, c'est de pérenniser, puisque là, aujourd'hui, ils ont déjà une activité de maraîchage bio sur 3 hectares. Mais là, justement, ils ont besoin de renforcer avec des nouveaux bâtiments et des divers aménagements, comme la création d'un appentis, l'installation d'une porte coulissante, l'installation d'un système de ventilation, pour justement permettre de garder une qualité et de pouvoir justement pérenniser cette ferme communale. Donc là, on est sur un budget qui est plus conséquent, puisqu'on parle d'un investissement de 271 610 €. Donc, ce qui resterait pour la collectivité un fonds de concours de 135 805 €. Et la dernière proposition, ça se passe sur la commune de Saint-Martin-du-Riage, qui, dans le même cas, a une ferme qui s'appelle la ferme de Louta, où il y a déjà des maraîchers qui sont implantés, 2 exactement. Et là, l'objectif, c'est de pouvoir justement pérenniser aussi ce maraîchage, puisque l'objectif, c'est de pouvoir installer donc des chambres froides au nombre de 4, mais également la création d'un espace de lavage de légumes. Et là, l'investissement qui est nécessaire est de 222 320 € avec un montant de fonds concours de 111 160. Merci Olivier. Est-ce que sur cette délibération, il y a des questions au rapporteur? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de mettre cette première délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Et la parole est toujours à Olivier Salvetti pour la deuxième délibération. Alors là, on change un petit peu de registre, puisqu'on part un petit peu plus haut et on part dans les alpages. Vous connaissez, et j'ai pas besoin de vous le redire, l'importance justement des alpages et de pouvoir justement monter les différents animaux sur ces alpages pour notamment faire l'entretien de nos montagnes. Et là, on est donc sur un sujet qui est pour moi un aboutissement, puisque l'on parle, et je pense que vous en avez déjà entendu parler, de l'alpage de l'Aube du Seuil, où on a eu beaucoup de difficultés, notamment avec les médias qui ont pas hésité à parler de Monsieur de Quinsonnat. Et ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir, puisque c'est vrai qu'on est parti au début avec des tensions, pas uniquement sur le Grésivaudan, parce qu'on était très bien avec eux, mais où justement on avait peur de ne pas pouvoir aboutir. Et puis avec le plateau des Petites Roches, on a réussi justement à trouver une solution, parce que ce qui est important pour nous, c'est de pouvoir monter les bêtes, et notamment les bovins, sur cet alpage. Et donc on a actuellement une ferme qui est sur Saint-Vincent-de-Mercuse, qui est le GAEC Bandé, avec Pauline Jalonna. Et c'est eux qui montent justement les bovins sur le plateau. Et il y avait de très grosses difficultés à monter, tout simplement parce que c'est vrai que le chemin aujourd'hui est assez dégradé.
Et donc, on a travaillé justement avec le plan pastoral territorial de Chartreuse, puisque c'est vrai que c'est quand même un financement assez important quand on veut faire des rénovations de ce style-là pour tout ce qui est pastoralisme. Et aujourd'hui, on a trouvé vraiment un consensus, c'est-à-dire que c'est là où le travail du Grésivaudan avec justement la commune du Plateau des Petites Roches et avec Monsieur de Quinsfenard a abouti, puisque on a trouvé une solution. Les trois parties prennent justement le solde de ce qui doit être financé pour cette rénovation, puisque pour information, le budget quand même de 62 775 €. Et il y a une répartition entre la commune privée et la Comcom de 6 277,50 €. Donc vous voyez que c'est quand même une participation au niveau du FEDER assez important. Et on a quand même un complément de la Comcom en contrepartie nationale de 8 141. Donc c'est-à-dire que la Comcom, pour pouvoir justement faire en sorte que tous les bovins puissent monter et surtout redescendre dans de bonnes conditions, la Comcom aura un financement de 14 418,83 € sur un budget de 62 775 € à financer. Merci Olivier pour cette présentation de la deuxième délibération. Est-ce que cette délibération appelle des questions ou des remarques? Oui, Martin. Une remarque taquine, moi je me réjouis qu'on facilite l'accès pour la pratique du pastoralisme, et j'espère que le Grésivaudan arrivera à mettre autant d'ardeur pour défendre l'accès aux pratiquants de pleine nature qu'elle le fait pour les vaches sur ce plateau. Voilà. Très bien, merci Martin. Donc je mets la délibération aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous remercie. La délibération suivante, le rapporteur est Anne-Françoise Besson. Qui est là. Qui est là. Bonsoir à tous. Alors, on va parler d'abord attractivité du territoire, tourisme. Avec cette délibération, vous vous souvenez que depuis, nous avons signé en 2023 une convention pour accueillir la Grande Odyssée. Vous savez, cette course de chiens de traîneau, j'imagine que certains d'entre vous sont allés voir à Prapoutel. Et parallèlement à cette grande odyssée, pour les professionnels, pour les mushers professionnels, existent des courses qu'organise une association en parallèle, pour laquelle jusqu'ici nous avions orienté la participation aux scolaires. Pas si vous avez, certaines de vos écoles ont peut-être participé, en tout cas, bon nombre d'enfants y ont participé. Cette année, il existe également une course de l'Odyssée. Alors, c'était au Collet et à Prapoutel, hein, pour souvenir les courses des enfants. Là, cette année, sur le site de Prapoutel, on vous propose d'organiser en parallèle, toujours avec les organisateurs de la Grande Odyssée classique, une course pour l'inclusion, l'Odyssée pour tous. Donc cette Odyssée pour tous, cette fois le public va être des jeunes porteurs de handicap, psychiques ou moteurs, et ils vont pouvoir participer avec les mushers à vraiment la course en réel. C'est-à-dire que, alors pas en même temps, hein, on est bien d'accord, mais ça sera le même départ, la même arrivée, et ils pourront participer à cette course avec un musher, avec une formation en amont, une formation, on va pas dire formation vraiment, hein, mais en tout cas qu'ils se retrouvent pas dans une situation, c'est pas juste un one shot, vous venez, on vous met sur les traîneaux, et non, ils vont vraiment aller participer du début à la fin à cette course et faire connaissance avec le chien, faire connaissance avec l'ensemble de la course, et voilà. Donc, il vous est proposé de... alors, pour précision aussi, je vois Thierry en face de moi. Autant tous les enfants et jeunes adultes, et peut-être aussi adultes vraiment, pourront venir observer. Tous seront invités à venir voir la course. Par contre, il n'y aura que 10 privilégiés. Et ces privilégiés, si on peut dire, entre guillemets, seront les enfants de l'OVE de Bivier, pour ceux qui connaissent.
Donc ces enfants porteurs de handicap psychique seront les enfants qui participeront à la course. Évidemment, vous comprenez bien que tous les enfants, parce qu'on a quand même, là dernièrement, organisé une journée d'équitation adaptée, et on avait plus de 50 participants à cette journée. Il n'est pas possible de prévoir l'organisation avec les mushers pour autant de jeunes. Mais néanmoins, ils pourront venir y participer en regardant. Voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, toutes les associations qui suivent comme En Dynamique chez nous, vous savez qu'on travaille beaucoup avec En Dynamique. C'est d'ailleurs eux qui nous ont permis d'organiser la journée d'équitation. Et il y a quelques années, pendant Terre de Jeux 2024, une journée aussi à la montagne pour les initier à la glisse. Donc on travaille avec ces associations et ils seront tous invités à venir également avec leurs adhérents à cette journée de musher. Donc il vous est proposé, alors évidemment cette journée a un coût pour l'organisation. Donc nous participons, il est demandé à hauteur de 18 000 €. Donc ces fonds seront ajoutés, il est prévu une délibération modificative dans ce conseil communautaire qui prévoit ces 18 000 € pour participer à cette odyssée pour tous à destination des jeunes et moins jeunes porteurs de handicap sur le territoire. Très bien, merci Anne-Françoise. Est-ce que cette délibération apporte des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous remercie. La délibération suivante, Anne-Françoise. Pardon. On continue dans la même dynamique, c'est le cas de le dire, en dynamique. Dans la même dynamique que la délibération précédente, vous vous souvenez qu'on a organisé, je puise dans vos souvenirs, à 2 occasions, une soirée H+, soirée qui mettait en lien les entreprises, les athlètes de haut niveau porteurs de handicap, qu'ils soient psychiques ou moteurs, et puis les collectivités et toute personne pouvant apporter leur soutien. La première a eu lieu à Montbonneau et la deuxième a eu lieu au Boulodrome le 13 mai de cette année. Donc pour ceux qui y ont participé à cette dernière édition, je ne sais pas si vous vous souvenez, Jean-François Clapaz, ici présent, qui porte cette délibération avec moi dans le sens où c'est quand même en premier lieu la mise en lien d'athlètes de haut niveau et d'entreprises pour leur apporter et leur trouver des soutiens matériels et pas que d'ailleurs dans leur pratique, parce que je vous le rappelle, ils ne sont pas toujours les plus aidés pour pratiquer à haut niveau. Donc Jean-François, pour revenir à lui, avait signé de façon symbolique une charte avec les fédérations, la Fédération de sport adapté et la Fédération Rhône-Alpes Handisport et la région Rhône-Alpes qui soutient de façon globale cette initiative et qui en est à l'origine, avait signé cette charte. Alors aujourd'hui, on vous propose, au nom du président bien sûr, évidemment, aujourd'hui on vous propose de faire signer cette charte réellement par notre président et puis Jean-François Clapaz. Et voilà, toujours dans la même... alors vous avez eu la convention, la charte, pardon, je dis convention, mais c'est une charte dans laquelle nous nous engageons en la signant. Vous l'avez eu en annexe. Il s'agit de faire en fait en substance ce qu'on a déjà fait à l'occasion et ce qu'on fait, puisque je vous rappelle que la direction sport, montagne, tourisme et sport plus particulièrement, du fait de sa charte de partenariat, ça fait beaucoup de charte de partenariat sportif, soutient des athlètes porteurs de handicap, des athlètes de haut niveau. On a Ange Riquero, on a Léa Darmon, on a plusieurs comme ça que nous accompagnons en leur donnant des subventions. De la même manière, donc nous avons ça, de la même manière en organisant ces soirées H+, et en mettant en lien nos entreprises avec nos sportifs de haut niveau, on contribue déjà. On a déjà mis
pas mal de choses de cette charte en application, quoi qu'il en soit. Donc il s'agit de concrétiser en fait cette charte par la signature entre les différents participants, dont notre président. Très bien, merci Anne-Françoise. Cette délibération numéro 5, s'il n'y a pas de questions ou de remarques, je n'en vois pas, je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée, je vous remercie. Et on en arrive à la délibération numéro 6, rapporteur Annick Guichard. Bonsoir à tous. Pas du tout. La 5? Ah oui, pardon. C'est encore moi. Excuse-moi Annick. Tu voulais te débarrasser de moi? Mais non. comme tu as parlé longtemps, j'ai cru qu'il y en avait fait deux en même temps. Alors, pour une fois que Donc, je je rétropédale. Je vais me retirer. Je mets aux voix la délibération numéro 4. Qui est Mais ça, on l'a contre? déjà fait, non? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Et la parole est à Anne-Françoise pour la délibération numéro 5. Je reste. Alors, je fais vite. J'ai compris qu'il fallait que je fasse vite. On vous propose ici de garnir notre offre d'événements sur le territoire par l'organisation le 1er novembre d'un duathlon qui est donc pas un triathlon, et cyclisme et course à pied, puisque se baigner dans le lac à cette saison ne sera pas terrible. Et ensuite, un événement les 13 et 14 juin 2026, triathlon cette fois, alors beaucoup plus riche dans le sens où le samedi matin, les familles pourront participer. L'après-midi, qu'est-ce qu'on a l'après-midi? Et la journée du dimanche, pardon, un triathlon qui peut accueillir jusqu'à 800 compétiteurs. Sachez que le triathlon est une activité, enfin ce sont des activités, une activité qui regroupe des activités de plus en plus prisées, notamment par le phénomène Ironman. Alors beaucoup de jeunes participent au triathlon, sachant que la dame de l'association Tigre nous expliquait qu'on avait beaucoup de mal à les garder pendant l'hiver. Donc voilà, le 1er novembre, proposez à vos jeunes de venir faire un duathlon le 1er novembre. Très bien, merci Anne-Françoise. Donc je mets la délibération numéro 5 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous remercie. Et la parole est à Annick Guichard pour la délibération numéro 6. Merci Président, bonsoir à tous. Donc, la première délibération concerne la reconstruction de la médiathèque intercommunale de Jean Pellerin à Pontcharrat. Donc, je vais vous apporter quelques précisions relatives au programme et éléments financiers. Donc, comme vous le savez, la communauté de communes s'est engagée dans le cadre du contrat territoire lecture du plan 2020-2026 du département de l'Isère à reconstruire la médiathèque intercommunale Jean Pellerin à Pontcharrat. Cet équipement constitue la tête de réseau du service de lecture publique et l'un des piliers de la politique culturelle intercommunale. Le bâtiment actuel a été construit en 1996 et est aujourd'hui trop exigu, vétuste et non conforme aux normes d'accessibilité et de performance énergétique. Donc, une étude d'assistance à maîtrise d'ouvrage confiée au cabinet Archigramme a confirmé la pertinence d'une démolition-reconstruction permettant de répondre aux besoins actuels et futurs du territoire. Le futur équipement sera implanté sur le même site et intégrera la médiathèque, l'artothèque intercommunale ainsi que l'espace France Service. Concernant France Service, je voudrais préciser que tous les intermédiaires travaillant avec France Service seront présents bien évidemment à la médiathèque. Tout le monde suit France Service dans la nouvelle médiathèque. Donc sa surface totale sera de 2300 m² pour un coût prévisionnel consolidé de 8 millions d'euros hors taxes. Donc là, vous avez le tableau avec le détail des subventions que nous pouvons obtenir. Au maximum, nous pouvons obtenir jusqu'à 60,46% de subventions. Les subventions pourront atteindre jusqu'à 60%. Les 0,46%, ça concerne France Service. C'est toujours bon à prendre, mais la subvention est beaucoup moins importante parce que nous ne pouvons pas l'avoir sur la démolition, sur les honoraires. Il y a des tas de postes qui ne sont pas subventionnables. Donc, vous avez tout le détail dans ce tableau.
Donc 60% du coût éligible sur la partie médiathèque grâce au soutien attendu du ministère de la Culture et du département de l'Isère, complété par d'autres partenaires tels que la DETR concernant donc France Service. Ce projet répond à une double ambition, offrir aux habitants un équipement culturel et social moderne, accessible et exemplaire sur le plan environnemental et contribuer à la revitalisation du centre-ville de Pontcharra. Je voudrais également préciser que pendant les travaux, la médiathèque sera transformée dans un lycée ou collège, je ne sais plus, une école, pardon, voilà, qui sera vide à ce moment-là, et donc nous pourrons profiter de cet espace pendant toute la durée des travaux, donc ce qui est très positif. Donc, il est donc proposé au Conseil communautaire d'amender la délibération du 17 février 2025 pour intégrer les précisions techniques et financières issues de la mission d'AMO, de valider le programme consolidé du projet, d'inscrire les crédits correspondant au PPI 2027-2029 et d'autoriser Monsieur le Président à signer l'ensemble des actes nécessaires à la réalisation de cette opération, en sachant qu'elle sera opérationnelle en 2029, si tout va bien. Très bien. Merci, Annick. Est-ce que sur cette délibération numéro 6, il y a des questions ou des remarques? Oui. J'ai compris qu'il y a un appel d'offres qui avait été lancé déjà. Pour le cabinet d'architectes, oui. Et dans cet appel d'offres, j'imagine qu'il y a un cahier des charges. Oui, tout à fait. Oh ben, vraisemblablement, il n'y a pas de problème. Entre 2027 et 2029 environ. Et, s'il vous plaît, il faut tard. prendre votre micro pour l'enregistrement de la séance. Vous appuyez sur parole. Voilà, Merci, excusez-moi. je vous en prie. Donc c'est début 2027 ou... La date n'est pas encore vraiment déterminée. Donc ça démarre entre le janvier 2027 et décembre 2027. On va dire environ. Je n'ai pas de date à vous donner exactement. Enfin, c'est peut-être fin 2026 aussi. Pour l'instant, je ne sais pas. D'accord. J'ai fini avec mes questions. Merci. C'est un très beau projet, mais enfin, je veux dire, vous êtes, comme moi, tout un chacun, en capacité de suivre l'évolution du dialogue autour du PLF 26. On ne sait pas ce que sera le PLF 27 et 28. Donc les 60% de subventions, ça dépendra de la position de l'État et la capacité du département à répondre, parce que le département, lui aussi, aujourd'hui, est très impacté par les décisions de l'État, souvent des décisions sournoises d'ailleurs, mais qui privent les collectivités territoriales de bon nombre de ressources, que ce soit les régions, les départements, les communautés de communes et les communes. Donc aujourd'hui, bien entendu, on est dans une prudence comptable par rapport à des engagements qu'on pourrait prendre. C'est un très beau projet. On le portera avec enthousiasme et volontariat, à la fois pour une politique de lecture publique et à la fois pour la commune de Pontcharra. Mais ça veut dire aussi qu'il ne faut pas qu'on nous abandonne tout seul au milieu de la pampa en nous disant dans quelques années, il n'y a plus de sous, ou qu'on nous pique encore de l'argent dans les budgets publics, communes, départements, régions ou communautés de communes. Ce qui veut dire que les précautions que prend aujourd'hui Annick en termes de PPI sont concrètes, quoi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en projet sur 2027-2028 ou 2026-2027, 26-27 29-26. 29, oui, en livraison. Aujourd'hui, enfin, vous suivez ce qui se passe à l'Assemblée nationale. Tous les jours, on apprend que l'État nous pique des ressources supplémentaires ou nous octroie des charges supplémentaires. Et je pense que dans les 2 années qui viennent, les communautés de communes, les départements et les régions vont avoir beaucoup de difficultés à équilibrer leur budget, peut-être même être confrontés à des augmentations d'impôts, pendant que de l'autre côté, l'État nous dira qu'il gère bien et qu'il n'augmente pas les impôts. Oui, mais je vous en prie. Si j'ai bien compris, le financement n'est pas assuré. Tout à fait. Oui. Tout à fait. La volonté politique est là, le financement côté communauté de communes est là, mais la recette de l'État n'est pas là, tout au moins n'est pas annoncée encore, n'est pas dans le marbre, et je suis prudent.
parce que je pense que notre collègue Jean-Pierre Barbier a la même crainte que la nôtre par rapport aux ressources qui seront les siennes dans les années qui viennent, eu égard aux transferts de charges qui lui sont imposés et les difficultés qu'il aura ou qu'il a peut-être déjà aujourd'hui à boucler son budget. Vous savez, à un certain moment, on nous parlait du ruissellement. On pensait que, comme on partait du niveau de l'État, ça allait ruisseler tranquillement sur les collectivités territoriales et que chacun à nos niveaux, on allait tous s'enrichir. Et bien aujourd'hui, le ruissellement, c'est une cataracte inversée. C'est-à-dire qu'on vidange les budgets des collectivités territoriales et on nous appauvrit, soit en nous mettant des charges supplémentaires, subrepticement, elles sont déguisées mais elles arrivent, soit en nous retirant des recettes qu'on avait antérieurement. Donc il faut être très très prudent sur les calendriers qu'on annonce par rapport à des gros investissements, dans la mesure où on n'est pas certain que demain les subventions annoncées soient réelles. Voilà, je ne veux pas être pessimiste, je veux simplement être lucide par rapport à la situation actuelle. Pour rebondir sur l'appel d'offres dont vous m'avez parlé, il a eu énormément de succès puisqu'il y a 80 cabinets d'architectes qui ont souscrit à cet appel d'offres. Donc nous en avons retenu 3, il y aura de nouveau un nouveau jury pour le sélectionner, le gagnant. Au début de l'année, je pense. Très bien, mais je mets quand même cette délibération aux voix parce qu'elle le mérite. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, qui est contre, qui s'abstient, elle est donc adoptée. Merci Annick. La délibération suivante, Annick, la 7. Donc ça concerne la convention fixant les modalités de remboursement de l'ouvrage Patrimoine en Grésivaudan de Jean Guibal par l'Office de tourisme Beldon-Chartreuse. Nous avons déjà eu une délibération concernant les musées et celle-ci concerne les 2 offices de tourisme, donc Beldon-Chartreuse, pour valoriser le patrimoine auprès de ses visiteurs. Donc on vous propose que la convention fixe les modalités de remboursement des ouvrages mis à disposition sur la base du prix d'acquisition de 10,50 € TTC l'unité, en sachant que le livre sera vendu 15 €. Donc il est donc proposé au Conseil communautaire d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention fixant ces modalités de remboursement. Très bien. Merci Yannick. Est-ce que sur cette délibération numéro 7, il y a des questions ou des remarques? Non. C'est un très bel ouvrage. Oui. Et qui met véritablement en valeur la richesse de notre territoire en termes patrimonial, sous la plume d'un garçon de qualité qui est Jean Guibal. De grande qualité même, pour ceux qui le connaissent. Très bien. Je ne me souviens plus du coup si je l'ai fait voter la délibération. Non. Donc je mets la délibération 7 aux voix. Pardon, qui est contre, qui s'abstient. Elle est donc adoptée. Délibération numéro 8, Annick. Donc ça concerne l'acquisition de la parcelle cadastrée AI 397B appartenant à la commune de Pontcharrat pour la reconstruction de la médiathèque. Donc nous passons cette délibération aujourd'hui puisque la commune de Pontcharrat a passé cette délibération à son conseil municipal. Et donc nous vous proposons d'acquérir cette parcelle à l'euro symbolique pour donc reconstruire cette médiathèque. Donc c'est l'euro symbolique. Comment ? Très bien, merci Annick. C'est courant à Pontcharrat. Mais je sais. Donc je mets la délibération numéro 8 aux voix. Qui est contre, qui s'abstient. Elle est adoptée, je vous remercie. Et on change de rapporteur. La parole est à François Oléon. J'ai 2 délibérations à vous présenter qui concernent une même opération sur Revel, que je vais vous expliquer. Il s'agit, dans le cadre du PLH et de l'OPAH, l'opération programmée d'amélioration de l'habitat, de créer ce qu'on va appeler un fonds social qui va permettre de financer des opérations très spécifiques d'aide pour des familles qui sont avec des revenus extrêmement faibles pour des situations où il faut adapter les logements dans des situations de handicap, par exemple. C'était prévu au début dans le cadre de l'OPAH, c'était prévu aussi dans la convention qu'on avait passée avec l'ANA, l'Agence nationale d'amélioration de l'habitat, mais on n'avait pas encore mis en place les règles précises pour attribuer ce type d'aide.
Et comme on a eu une demande relative à ce mécanisme, on en profite d'une part pour mettre en place la règle de calcul et d'autre part, la délibération suivante va consister à utiliser ce mécanisme pour délivrer une aide sur une famille à Revel. Donc très concrètement, il s'agit de mettre en place ce mécanisme de fonds social qui va permettre de subventionner à hauteur de 15 000 € au total par année, mais 5 000 € par intervention, dans le périmètre de l'OPH et 9 000 € par an en plus sur les périmètres OPH RU, renouvellement urbain. Encore une fois, qui va permettre de mettre en place des opérations assez complexes, telles que celles que je vais vous expliquer juste après. Bien, merci François. Est-ce que cette délibération appelle des questions ou des remarques? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de mettre la délibération numéro 9 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Et on en arrive à la 10, François. La 10, c'est donc l'application de la mobilisation de ce fonds social. En l'occurrence, il s'agit d'une famille qui vit à Revel et une des personnes est extrêmement malade et ne peut pas se déplacer autrement qu'avec un fauteuil roulant. Et comme il se doit, il faut adapter le logement, en particulier par des aménagements dans la partie sanitaire, des élargissements de portes et surtout la mise en place d'un ascenseur qui est absolument obligatoire pour arriver à passer d'un étage à l'autre. C'est un peu le but des ascenseurs en général. Le coût des travaux au total est de 34 183 €. Il dépasse largement les plafonds des financeurs. Des aides qui ont pu être obtenues, les aides classiques, s'élèvent à 21 900 €. Et il reste à charge pour la famille 12 282 €, qui a donc beaucoup de difficultés à financer ce montant-là. Et donc, en application du fonds social, on peut, nous, apporter 5 000 € en plus. C'est donc l'objet de la délibération. Très bien. Est-ce que cette délibération numéro 10 appelle des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de mettre la délibération 10 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous remercie. La 11, François. Alors, je vais vous parler de la 11, 12, 13, qui sont 3 garanties d'emprunt. Sur le format assez classique, nous prenons en charge la garantie sur 50% du montant sur ces emprunts. Le premier, c'est une opération en BRS, l'emprunt est de 307 000 €, nous en prenons 50%. Étant donné que c'est du BRS, il n'y a pas de droit réservataire, donc nous n'abandonnons pas de notre droit réservataire, puisqu'on n'en a pas. Il s'agit donc d'un immeuble qui sera situé à Uriage, et qui s'appelle l'Échappée, et qui contiendra au total, je retrouve les 14 logements en BRS. Alors les deux autres, la suivante, c'est au bénéfice de Pluralis. Cette fois-ci, c'est de l'acquisition en VFA. 23 logements collectifs, le Galizéa à Crolles, 14 PLUS, 9 PLAI. Et comme d'habitude, nous abandonnons notre droit réservateur au profit de la commune de Crolles. Le montant, c'est 3 065 000 € et nous en prenons 50%. La troisième, c'est aussi une opération en VFA pour le compte de la SDH. 14 logements collectifs aux Michelières, chemin des Michelières à Bernin. 8 PLUS et 6 PLAI. Le montant de l'emprunt, c'est 1 650 000 €. Nous en prenons 50% et nous abandonnons notre droit réservataire. Très bien. Merci François. Donc, est-ce que sur la 11, la 12 ou la 13, il y a des questions ou des remarques? Je n'en vois pas, donc je vous propose de mettre aux voix la délibération numéro 11. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je mets aux voix la délibération numéro 12. Qui s'abstient? Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je mets aux voix la délibération numéro 13. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous remercie. Et on en arrive à la 14, François. Alors, il s'agit là aussi de 2 délibérations qui concernent de la rénovation thermique, mais là, je ne soutiens que la première. La deuxième est à la responsabilité de Philippe Lorimier. La première, parce qu'il s'agit de rénover 2 logements communaux sur la commune de Bivier.
Dans le cadre du PLH et des aides habituelles, nous pouvons subventionner des réhabilitations thermiques à hauteur de 50 000 € maximum, sous réserve d'atteindre l'étiquette minimale D et de faire un saut de deux niveaux dans le critère de DPE. Il s'agit de faire donc la rénovation de 2 logements dans l'ancienne cure de Viviers. Le montant prévisionnel des travaux, c'est de 655 000 €. La commune autofinance à hauteur de 510 000 € approximativement, 46 000 € des départements, et nous apportons donc 2 fois 50 000 €, soit 100 000 € sur cette opération. Très bien. Donc je mets la délibération numéro 14 aux voix, à moins qu'il y ait des questions ou des remarques. Je n'en vois pas. Donc la délibération 14, qui est contre, qui s'abstient, elle est adoptée. Je vous remercie. La 15, c'est Philippe, le rapporteur. Oui, très bien. Une délibération qui vise à apporter des financements à la commune de Sainte-Marie-d'Alloy pour son projet de réhabilitation thermique de la mairie. Je demande juste à l'administration d'avoir une attention, puisque était annexée la première délibération prise par Sainte-Marie-d'Alloy. Il y avait une erreur dans cette délibération qui était annexée effectivement au dossier du conseil communautaire. On a demandé donc à la commune de Sainte-Marie-d'Alloy de redélibérer, ce qu'elle a fait le 16 octobre. Voilà, donc merci au service de veiller à annexer la bonne délibération, c'est-à-dire celle adoptée le 16 octobre par la commune de Sainte-Marie-d'Alloy. Donc l'objectif, c'est de porter l'amélioration sur la mairie. Donc un travail sur l'isolation biosourcée par l'extérieur. Je dis ça, c'est le premier élément. Avant de travailler sur les systèmes de chauffage, c'est l'isolation par l'extérieur qui nous permettra d'apporter non seulement le confort en hiver, mais le confort d'été, bien évidemment. Donc, je ne détaille pas l'ensemble des opérations. Il y a notamment le remplacement des menuiseries double vitrage pour avoir, bien évidemment, là, une meilleure isolation. Donc, le Grésivaudan apporte 69 500 € d'aide aux côtés du département et aux côtés de TE38 pour un autofinancement de près de 70 000 € par la commune de Sainte-Marie-d'Alloy. Montant global de 160 000 €. Très bien. Merci Philippe. Est-ce que cette délibération appelle des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Et la délibération numéro 16, Philippe? Alors la délibération numéro 16, ça va être tout simplement d'être en capacité d'aller chercher l'aide de l'ADEME jusqu'en 2030, donc de solliciter un financement d'1,5 million pour le second fonds Airbois. Vous savez que ce fonds Airbois, ça accompagne le changement des chauffages non performants par des chauffages performants pour éviter effectivement la libération de particules 2,5 qui résultent essentiellement du chauffage individuel au bois peu performant. Donc d'accompagner les ménages avec ce fonds. Vous avez dans la délibération un petit backup de ce qui a été fait depuis 2015 jusqu'en 2025. Donc c'est près de 3000 dossiers qui ont été déposés. C'est quasiment 2800 primes qui ont été servies. Donc travaux déjà réalisés sur ce délai de 10 ans. L'objectif, et on a pris une délibération dans ce sens, c'est d'accompagner l'ensemble des ménages, d'accompagner mieux, bien évidemment, les ménages modestes. On le rappelle dans la délibération, pour ces 2400 €, pour les intermédiaires 2000 €, mais on accompagne également la catégorie supérieure parce qu'on s'est rendu compte dans l'enquête qui a été portée en décembre 2024, qui a concerné 1218 questionnaires téléphoniques. On s'est aperçu qu'il y avait encore un besoin et de lever des freins financiers pour cette transformation, puisque 30% des ménages, quel que soit le niveau de revenu, ne prévoyaient pas de renouveler l'équipement. Donc clairement, l'objectif, c'est de continuer à avancer. Vous voyez que ce fonds fonctionne bien.
puisqu'il apporte bien évidemment des effets liés au changement pour des chauffages performants. Donc l'objectif de cette délibération, c'est d'aller solliciter l'aide de l'ADEME pour, on va dire, 1 500 000 €. Et je vous rappelle que nous avons une primaire bois qui est en APCP pour 6,7 millions à peu près d'euros. Voilà. Vous voyez que c'est un truc qui tourne, c'est une dépense utile à la qualité de notre air, même si certains pensent que c'est bien de faire un feu de cheminée l'hiver, à Noël, etc. Mais je rappelle que vous faites un feu cheminée ouverte à Noël, c'est quasiment 3 mois d'émission de particules fines d'un foyer performant ou très performant. Très bien, merci Philippe. Donc, s'il n'y a pas de questions sur cette délibération numéro 16, je vous propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous remercie. Et on en arrive à la 17, rapporteur Jean-François Clapaz. Bonsoir à tous. Bon, je vous rassure, je ne serai pas aussi long qu'à l'occasion du dernier conseil. Une délibération que l'on prend chaque année qui concerne la subvention qu'on apporte à l'association IGI qui gère pour le compte de la communauté de communes notre plateforme d'initiative locale. Et comme vous avez pu le voir dans la délibération, cette année, ils ont octroyé pour 571 000 € de prêts d'honneur, ce qui leur permet d'avoir un effet levier qui est en nette hausse par rapport à ce qu'on a vécu l'année dernière. Donc, on vous propose d'attribuer cette subvention de 55 000 € à IGI et d'autoriser la signature de la convention. Très bien. Merci Jean-François. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur cette délibération? Je n'en vois pas. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous remercie. Et on en arrive à la 18, Roger. Merci. Bonsoir à toutes et à tous. Donc, délibération 18 pour le renouvellement de la convention d'objectifs et de financement avec la commune de Pontcharra. Donc, ça concerne le financement de la structure Léo Lagrange au titre des années 2025 à 2028. Alors, dire que depuis 2013, la communauté de communes participe par le biais de ce financement à l'activité de la Maison des Jeunes de Pontcharra. Donc, depuis, elle a fait l'objet d'un marché, en fait, voilà. Et donc, elle est gérée maintenant par l'association Léo Lagrange. Et le financement de la communauté de communes s'inscrit dans le cadre de l'intérêt communautaire, parce que la Maison des Jeunes de Pontcharra s'occupe d'actions qui concernent l'ensemble du bassin de vie du Haut-Grésivaudan, donc pas seulement de Pontcharra, notamment en rapport avec le lycée Pierre du Terrail de Pontcharra. Donc le but, c'est de favoriser les rencontres, le lien social, l'engagement citoyen et la découverte d'activités culturelles, sportives et de loisirs. C'est de prévenir les incivilités, les violences, les conduites à risque, et puis aussi lutter contre l'échec et le décrochage scolaire. Et aussi, c'est soutenir les parents et accompagner les jeunes en difficulté ou en situation d'exclusion. Donc, vous l'avez compris, cette action, ce financement aide à ce type d'action, mais qui s'inscrit pour deux politiques du Grésivaudan. C'est la prévention notamment, et puis aussi le lien social et la solidarité. Donc ça concerne bien les deux délégations qui sont tenues par Françoise, qui sont portées par Françoise Midali pour la solidarité et la prévention pour moi-même. Voilà, donc il s'agit de renouveler cette convention pour la période indiquée tout à l'heure, 2025 à 2028. Donc, approuver la convention d'objectifs, d'attribuer à la commune de Pontcharra une subvention de 35 500 € pour la période du 1er septembre au 31 décembre de cette année. Et puis, bien sûr, c'est d'autoriser le président à signer tous les documents afférents. Très bien. Merci, Roger.
Est-ce que cette délibération numéro 18 appelle des remarques ou des questions? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Et on en arrive à la 19, Patricia. Oui, bonsoir. Donc moi, je vais vous présenter donc une convention de coopération entre GAM, donc Grenoble-Alpes-Métropole, et le Grésivaudan, pour la collecte et le traitement de déchets de 2 usagers qui sont sur la commune de Montbonneau-Saint-Martin, en fait route du Bois français, donc limite avec Domaine. Et pour des raisons techniques, le Grésivaudan ne peut pas les collecter. Donc ces 2 usagers, ce sont le Radio Automobile Club Grésivaudan et Socafi. Donc le Grenoble-Alpes-Métropole, qui collecte la commune de Domaine en porte-à-porte, pourra les collecter. Et cette convention donc a pour but d'autoriser donc Grenoble-Alpes-Métropole à les collecter, moyennant donc une cotisation de 2 477,04 € en 2025, et ce, donc une convention sur une durée de 5 ans. Donc je vous propose d'approuver cette convention, de verser la participation financière 2025 de 2 477,04 €, qui sera réévaluée chaque année, et d'autoriser donc le président à signer la convention. Très bien, merci Patricia. Questions, remarques au rapporteur? Je n'en vois pas, donc je mets la délibération 19 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous remercie. La numéro 20, Patrick. Alors pour la 20, c'est une attribution du fonds de concours soutien aux petites communes à la commune de Laval-en-Beldonne pour le réaménagement de la cour d'école et de ses abords. Alors vous vous souvenez, donc le fonds de concours petites communes, donc c'est un fonds qui a été mis en place par le Grésivaudan pour les communes de moins de 1600 habitants, qui permet d'abonder l'aide du département au titre de la dotation territoriale. Le coût du projet s'élève à 80 159 €. Le montant éligible à la dotation territoriale est de 64 832 €. Et donc, la commune de Laval sollicite le fonds de concours pour un montant de 16 207,50 € selon le plan de financement que vous avez sous les yeux. Donc, il convient de voter cette attribution et d'autoriser Monsieur le Président à signer la convention. Est-ce qu'il y a des questions? Je ne vois pas de questions ni de remarques, donc je vous propose de mettre la délibération numéro 20 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous remercie. La 21, Patrick. Alors, la 21, c'est une attribution au fonds de concours investissements supracommunaux à la commune de Revel pour la construction d'un espace multisport en cœur de village. Donc là, on rappelle également que le Grésivaudan a mis en place ce fonds de concours au bénéfice des communes du territoire, réalisant des investissements dont le rayonnement et la fréquentation dépassent le seul périmètre communal. Ça permet d'avoir des projets coordonnés avec les communes. Le projet de la commune de Revel est d'un montant de 24 934,80 € sur la base du tableau de financement que vous avez également sous les yeux. Très bien, merci Patrick. Je ne vois pas de questions ni de remarques, donc je vous propose de mettre la 21 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Et on en arrive tout naturellement à la 22, Patrick. Alors la 22, c'est pas de la distribution de fonds de concours, mais c'est la refacturation du service d'assistance juridique aux communes avec la société SVP, qui donne un appui juridique aux communes. Donc pour l'année 2023, vous avez la liste des 25 communes qui sont adhérentes, et donc le coût total s'est élevé à 28 886 € hors taxe, et donc il convient de refacturer pour cette année chaque commune selon le montant de répartition, selon qui avait été décidé par le nombre d'habitants, enfin par seuil d'habitants. Très bien. Questions, remarques? Je n'en vois pas, donc je mets la délibération 22 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée, je vous remercie. La 23, Claude. Il s'agit de... Bonsoir plutôt. Création du budget annexe funiculaire
Vous savez qu'il y a une délibération du 30 juin que nous avons votée qui acte le transfert du funiculaire du plateau des Petites Roches à la communauté de communes de Grésivaudan. Donc il s'agit là simplement de lancer les démarches administratives préalables pour créer un budget annexe dénommé funiculaire, sans personnalité morale, sans autonomie financière, assujetti à la TVA et appliquant l'instruction budgétaire M43. On crée juste ici l'enveloppe, je dirais, du budget. Il va de soi que le contenu du budget, avec tous les éléments du budget, vous seront présentés plus tard, une fois que l'on aura, bien sûr, établi ce budget avec pré-discussion avec les communes, les différents acteurs, eu égard aussi à ce que vient de dire le président sur les moyens financiers à mettre en œuvre. Voilà un petit peu les éléments. Cette délibération, je répète, ne concerne que la particularité de créer administrativement ce budget, parce que pour mettre du contenu, il faut que l'enveloppe existe. Voilà. Très bien. Qui est contre cette création? Oui, pardon, Martin. Moi, j'avais une question technique. Avec la création de la SPL, l'idée c'était d'y mettre les investissements et de supprimer le budget annexe montagne. Donc pourquoi on crée un budget là et pourquoi on ne lance pas directement les actions à venir dans la SPL? Non, mais pourquoi on crée Bonne question. Claude, tu réponds? Directement dans la SPL. Parce que je... Avant la mise en service. Oui, parce qu'il y a des dépenses, parce qu'il y a deux choses. Il y a le problème de la, comment dire, il y a le problème du fonctionnement, je dirais, du téléphérique, du funiculaire. Mais avant, il y a toute une période de reconstruction d'investissement lié à la remise en œuvre du téléphérique, du funiculaire, qui sera fait au travers de ce budget. Voilà. Il y a d'autres questions ou remarques? Oui. Oui, disons que les travaux seront portés par le Grésivaudan, mais après, l'usage du funiculaire, une fois que celui sera mis en œuvre, rétabli en œuvre, sera bien sûr affecté à la SPL. On a une idée du coût d'exploitation du funiculaire? Oui. Alors, le coût d'exploitation, il y a la CLEC qui s'est réunie, qui a analysé le coût d'exploitation. Et alors, je peux donner simplement qu'il y a un excédent du coût de l'exploitation du funiculaire qui est de l'ordre de 180 € par an. Et sincèrement, vous y croyez? Écoutez, bien sûr que j'y crois, puisque je suis président de la CLEC, d'abord, et qu'après, il y a des... cette question est intéressante, n'est-ce pas? Mais Trattorial, ce n'est pas moi qui ai fait l'étude. On a un cabinet financier qui a, au travers des éléments qui ont été donnés et l'enquête qui a été faite au niveau de la commune ont permis d'avoir tous ces éléments. Et il faut dire aussi que l'excédent du funiculaire équilibrait la station du plateau des Petites Roches Saint-Hilaire. Auparavant, le funiculaire était excédentaire? Oui, oui. Oui. Bien sûr. Oui. Oui, oui. Ben, c'est le travail de la CLEC qui a travaillé là-dessus, oui. Voilà. Oui, on dit ça comme ça de manière soft, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions au rapporteur sur cette délibération? C'est bon? Donc, je mets la délibération numéro 23 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée, je vous remercie. On en arrive à la 24, Claude. Voilà. Il s'agit de... Ah, pardon. Catherine, abstention. Il s'agit de décisions de 4 décisions modificatives. La première concerne le budget annexe zone communautaire. En fait, il s'agit, dans le cadre de la vente CCLG, la SCI Viaduc, il y a des frais de notaire qui ont été payés 2 fois. Et donc, à partir de là, il a été titré 2 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a une régularisation qui est faite en termes de ces 6 100 € qui sont régularisés dans cette décision modificative numéro 2. Très bien. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques sur cette délibération 24? Je n'en vois pas. Donc, je vous propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient?
Elle est donc adoptée. Et on en arrive à la 25, Claude. Donc il y a deux décisions modificatives successives, trois même, qui concernent l'assainissement, puis l'eau, puis le SPANC, c'est-à-dire tout ce qui est installation d'assainissement non collectif. En ce qui concerne l'assainissement, pour continuer et de prévoir des crédits supplémentaires pour effectuer des travaux sur les réseaux, il faut 250 000, prévu 250 000 euros de plus, mais qui sont compensés par la baisse d'achat du rythme de véhicules sur 2025, qui est compensée par justement moins 250 000 sur ce budget-là. De façon à ce que ça soit bien sûr équilibré en investissement. Très bien. S'il n'y a pas de questions, je vous propose de mettre la 25 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. La 26, Claude. Alors, décision modificative, cette fois, qui concerne l'eau. Toujours crédit supplémentaire pour effectuer les travaux sur les réseaux. Là encore, il s'agit d'une somme de 400 000 euros qui est prévue. Et elle se décompose en compensation avec les matériels de transport et des travaux de bâtiments d'exploitation pour arriver, bien sûr, à zéro. Là aussi, ça concerne que la section d'investissement. Très bien. Je mets donc la 26 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Pardon. Une question. Philippe. Je ne sais pas, Claude, si tu as la réponse, mais donc je vois qu'on avait voté un budget de 300 000 euros, qu'on vote une DM de 400 000 en plus. DM en plus, c'est parce qu'on fait des travaux en plus ou c'est parce que les travaux ont coûté plus cher? Non. Il s'agit, enfin, d'après ce qui m'a été c'est qu'il y a justement des travaux supplémentaires qui sont en cours et que eux voudraient faire, et donc on augmente le budget à cette hauteur. Donc on a fait plus de linéaires, voilà, et c'est pas une augmentation des coûts de travaux. Non, pas du tout. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la 26? Je n'en vois pas. Donc je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous remercie. La 27, Claude. Alors, elle concerne le SPANC, c'est-à-dire l'installation non collectif. Et là, c'est un peu le contraire, c'est qu'il y a augmentation des contrôles effectués sur les installations d'assainissement pour voir s'ils sont conformes ou pas. Donc, il y a eu une augmentation en compte de recettes de 32 000 euros. Et ces 32 000 euros se décomposent en compensation, en des divers honoraires qu'ils ont à faire. Et par contre, un virement à la section d'investissement qui leur permet d'acheter ou de louer, d'acheter un véhicule dédié à hauteur de 14 000 euros. Très bien. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions sur cette délibération numéro 27? Je n'en vois pas. Donc je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. 28. Claude. Alors ça concerne cette 28e décision modificative qui a le numéro 3, concerne le budget principal. Il y a deux aspects dans cette DM. Le premier aspect, c'est le déploiement du très haut débit qui se traduit par une augmentation des crédits de paiement sur 2025 de 80 925 euros, qui sont compensés notamment par des subventions d'investissement, installation à cette même hauteur, et aussi par l'accélération des travaux de rénovation du village de vacances Les Ramailles, et la nécessité d'augmenter sur 2025, puisqu'il y a une accélération pour les porter de 4 900 000 à 6 850. Je voudrais préciser, pour m'être encore renseigné par les personnes, c'est qu'il n'y a pas d'augmentation de la paix, hein, mais il y a distribution différente dans le temps des aspects financiers. Ce qui veut dire que cette accélération, c'est que ça a bien marché finalement et qu'on met sur 2025 des crédits qui auraient dû être normalement dans le départ, dans la prévision, consommés en 2026. Très bien. C'est une bonne nouvelle pour tout le monde. À moins qu'il n'y ait des questions au rapporteur, je mets la délibération 28 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Je vous remercie. Et on en arrive à la 29, Claude. Alors, nous passons dans le cadre des ressources humaines, avec, comme dans chaque conseil communautaire, l'actualisation du tableau des emplois. Vous remarquerez qu'il s'agit d'une succession de suppressions-créations. Je voudrais ajouter que, eu égard à ce que le président a dit tout à l'heure, c'est une actualisation sans impact budgétaire, c'est-à-dire le delta égale 0,
et c'est une succession de des gens qui partent, qui sont malades pour certains et qui sont remplacés avec suppression, création, qui marque aussi le. C'est vrai que sur le nombre d'emplois qu'on a, le turnover de gens qui changent d'emploi, qui rejoignent leur organisation de départ, etc. Est-ce qu'il y a des questions sur les différents éléments, lignes que vous avez? Je n'en vois pas. Donc, Alors pour la suite, vous avez des emplois non permanents. Alors accroissement temporaire d'activité. Là, il s'agit de nombre de postes qui ne sont pas pourvus, mais qui, vous le savez, notamment dans des services qui sont liés à la population, comme l'EHPAD, comme l'enfance jeunesse. Et dès que quelqu'un est malade ou qui est longue durée ou moyenne durée ou qu'il y a quelqu'un qui est absent, il faut bien sûr son remplacement pour assumer le service aux personnes qui mettent leurs enfants, les résidents, etc. Donc il s'agit en fait d'un ensemble de postes qui seront utilisés que dans le cas où il y a bien sûr des besoins particuliers de remplacement et nécessaires. Et le troisième concerne l'apprentissage. Alors l'apprentissage, il y a ici 10 postes qui sont 10. Alors il faut savoir que on avait une politique, étant anciennement un prof, que donc sur les apprentis, ça me semble important de former les jeunes. Il va de soi que on est de moins en moins aidé. L'année dernière, on a été pour 3 simplement apprentis sur une trentaine. Et je crois que là, malheureusement, on va réduire un peu la voilure sur les apprentis de telle façon que je vois pas comment. Enfin, l'État propose, allez, il faut des apprentis, mais d'année en année, on est de moins en moins aidé. Je veux dire, à certains moments, il y a des choix qui doivent être faits et je trouve malheureux, mais on va être obligé de faire ça. Voilà un peu les éléments. Vous avez tous les éléments sur cette délibération. Très bien. Oui. Oui, simplement une remarque sur ce que tu disais, Claude, sur l'apprentissage. C'est Clément. Sur l'apprentissage, c'est un constat qu'on fait, moi, étant un formateur dans un centre de formation pour apprentis. On doit fermer là des classes presque par dizaines, puisqu'effectivement, on a de moins en moins d'apprentis du fait de cette politique de l'État. Donc c'est une réalité qui est partagée par l'ensemble de ce monde de l'apprentissage. Je trouve ça vraiment, pour nos jeunes, c'est vraiment... pas normal, quoi, je veux dire. Mais c'est l'illustration de ce que je disais tout à l'heure avec l'appauvrissement de la ressource descendante. Et donc, nous, on divise par 3. Mais ça veut dire que quelque part, on sacrifie une part de la jeunesse et une catégorie de jeunes qui auraient besoin justement de rentrer dans ce style de formation. Parce que tout le monde n'est pas Bac+5 et on a besoin de toute catégorie professionnelle sur ce territoire dans le monde économique. Et là, c'est un vrai sacrifice de la jeunesse, quoi. Oui, pardon. Ah, j'ai une remarque. J'entendais. Je voyais pas ton bras. Pas de problème. Moi, je suis pas grand, donc. Je vois la lumière. Je vais dans le sens de Clément. Moi, je suis prof. En plus de mon job, je suis prof à l'IAO de Lyon. On forme des Bac+4, Bac+5 là dans les promos que j'ai. Pour moi, c'est un désastre. Et je comprends dans un sens la décision financière, mais symboliquement, ça me perturbe qu'on ferme des postes au détriment et qu'on sacrifie les gamins pour des questions bassement financières. Bien sûr. Je veux dire, à un moment donné, les arbitrages de l'État n'ont aucun sens. Voilà. C'est pas un prof qui dira le contraire. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de parole sur cette délibération numéro 29? Je n'en vois pas. Donc je vous propose de mettre la délibération 29 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. La 30, Claude. Alors, il s'agit d'une précision simplement dans nos lignes directrices de gestion. Je rappelle qu'il détermine la stratégie pluriannuelle de pilotage. Vous l'avez tous, c'était un document annexé. Dans le pilotage des ressources humaines et fixant les orientations en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels. Et donc, il s'agit simplement de préciser sur les catégories A les avancements de grade. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est que, par exemple, pour les postes de A, il s'agit, nos lignes de gestion l'indiquent déjà, seuls des agents exerçant des fonctions d'encadrement peuvent bénéficier
de cet avancement au grade d'attaché territorial, mais le grade d'attaché territorial principal par lequel on peut accéder à ce grade par un examen professionnel qui permet l'accès donc au grade supérieur d'attaché principal. Et ce qu'on voulait simplement préciser, c'est que toute personne qui réussit cet examen professionnel ne sera pas automatiquement classifiée dans notre communauté commune attaché principal, dans la mesure où il faut que les fonctions correspondent, je dirais, à ce niveau-là. Ça veut dire quelqu'un qui est attaché, qui a réussi le concours d'attaché principal, pourra avoir ce grade reconnu que si les fonctions sont augmentées, s'il y a du management, etc. Voilà ce que je voulais dire, c'est que pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté par rapport à ces parcours professionnels au niveau de A. Et pour simplement, mais ça existe déjà, mais je le répète, les attachés hors classe, ingénieurs hors classe, administrateurs ne peuvent être nommés que des agents exerçant les fonctions de directeur ou directeur adjoint. Voilà, ça c'est pour normaliser un peu des choses qui pouvaient être floues pour certains agents. Voilà. Avant que je mette la 30 aux voix, on me dit qu'il y a eu une abstention sur la 29. Ah oui, pardon. Donc en haut, c'est noté pour l'administration. Oui. Oui, j'ai vu. D'accord. J'avais pas vu tout à l'heure, pardon. Très bien. Donc c'est régularisé sur la 29. Comment? Ah, il y en a deux. Tu votes avec ton pouvoir ou à titre? C'est 2 abstentions. OK. C'est noté. Et donc on en arrive à la 30. Je vous propose de la mettre aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adopté. Je vous remercie. 31, Claude. Alors, c'est toujours pour dire qu'un élu se déplace, il faut que, pour qu'il soit remboursé de ses frais, il faut un mandat spécial. Et ce mandat spécial concerne le salon d'investissement immobilier du 8 au 11 décembre à Paris. Je ne dirai pas qui va se déplacer, mais on va dire qu'il faut conférer le caractère de mandat spécial au déplacement effectué par monsieur Jean-François Clapaz dans le cadre du salon de l'investissement immobilier à Paris. Et donc prendre en charge les dépenses liées, bien sûr, à ce déplacement et au fait de participer à ce salon. Très bien. Merci Claude. Donc je mets la 31 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est donc adoptée. Je vous remercie. Et on en arrive à la délibération 32, qui concerne la candidature à la présidence de la société publique locale SPL, SPL qu'on a dénommé SPL du Grésivaudan. Alors, je fais un rapide retour en arrière. Vous vous souvenez qu'on avait collectivement et unanimement décidé donc de transformer la SEM en SPL, à la fois par respect des gens qui sont en poste à l'intérieur de cette SEM, qui vont glisser tout naturellement de la SEM à la SPL. C'est un travail donc qui est en cours d'accompagnement et de discussion entre l'administration et les salariés concernés. On a opté pour cette SPL aussi pour des problèmes de facilité budgétaire dans la transition entre la SEM et la SPL, de manière à ne pas provoquer de rupture avec une cessation et une création, mais simplement une transformation. Et puis, j'y suis personnellement très sensible, avec une forte compréhension des communes supports, je dirais un respect de l'histoire et de ceux qui avaient investi avant nous pour faire en sorte que nos stations, avant qu'elles ne deviennent communautaires, avaient investi pour développer la montagne. On est aujourd'hui dans un contexte bien différent en termes d'évolution climatique, d'enneigement et de gestion. Et la décision avait été prise collectivement et à l'unanimité, donc, de créer cette SPL. Dans le cadre de cette création, on a un certain nombre de travaux à conduire. Le premier, bien entendu, sera de nommer le directeur général, de procéder à l'élection de son président et de fixer les indemnités éventuelles qui seront accordées à la fois au directeur en termes de salaire et au président en termes de fonctionnalité.
Le président est un élu, est une personne physique du Grésivaudan qui peut être autorisé par l'Assemblée délibérative à exercer cette fonction, et il faut pour ceci, bien entendu, une délibération. C'est ce qui est proposé à votre vote. Et il faut aussi que nous soyons d'accord pour désigner le candidat qui sera le représentant du Grésivaudan pour présider la SPL. Alors, j'avais eu un certain nombre d'échanges avec l'ensemble des représentants des communes supports et du conseil communautaire qui auront à siéger à l'intérieur du conseil d'administration. Et de manière à ce qu'il n'y ait aucune ambiguïté, j'avais évoqué qui le conseil communautaire proposerait donc à la présidence de la SPL pour conduire les travaux qui lui seront confiés, ainsi qu'à son conseil d'administration. Et nous nous étions mis d'accord sur la personne de Christophe Suzillot. Donc, il est nécessaire que nous autorisions Christophe Suzillot à être candidat à la SPL, non pas devant nous, mais devant le conseil d'administration dès lors qu'il sera installé. Voilà, c'est l'objet de cette délibération. Et je veux en profiter pour remercier Christophe Suzillot, parce que ce n'est pas une sinécure qu'on lui propose, mais ça a été décidé en fonction du profil qui est le sien, et particulièrement donc du travail qu'il a déjà conduit au sein de Isère Attractivité, dans un domaine somme toute similaire à celui qui est attendu donc à la fois de la présidence, du conseil d'administration et du futur directeur général de la SEM. Et puis, il y a un autre élément qui doit faire partie de la délibération, qui est d'arrêter la rémunération, l'indemnité qui sera celle du président de la SPL, que nous avons établi en homothétie avec ce qui est versé en indemnité au vice-président de la communauté de communes, de manière à ce qu'il y ait une équité de traitement en termes d'investissement, de responsabilité sur la notion de rémunération. Donc voilà, je pense avoir été synthétique mais clair sur cette délibération qui fait donc appel à un vote de votre Assemblée. Est-ce que sur cette délibération, il y a des demandes de prise de parole? Michel Basset, oui. Oui, merci. Plusieurs questions, parce que alors, j'ai regardé rapidement les statuts, mais je trouve ça étonnant que en conseil communautaire, nous ayons à désigner pratiquement le président de la SPL. Alors même si la transparence c'est une caractéristique des SPL, voilà. Ça, c'est deuxième chose concernant la rémunération, parce que là on va très très loin. On prend presque, je trouve, la place du conseil d'administration. Voilà, bon, qu'est-ce qui justifie ça? Et puis, troisième questionnement, comment se fait-il qu'il y ait un seul candidat, alors qu'il pourrait y avoir un candidat qui prolonge, une candidate d'ailleurs, qui prolonge le travail engagé dans le cadre de la délégation montagne? Moi, alors, ça va être un peu les mêmes interrogations. Alors, j'avais pas eu la chance, moi, de participer à cette réunion avec les futurs administrateurs de la SPL, donc j'avais pas pu donner mon avis à ce moment-là. Concernant la présidence de la SPL, je pense qu'on est dans un moment un peu charnière où ça bouge beaucoup, c'est compliqué, on change potentiellement de directeur, enfin, c'est encore en discussion, on change de président, les salariés sont inquiets, je sais que vous le savez et que vous en préoccupez. Donc je ne suis pas sûr que c'était forcément une très bonne chose, moi, de tout bouleverser à 4 mois des prochaines échéances municipales. Je pense que ça aurait été bien effectivement d'assurer une continuité de la présidence de la structure sur la fin de mandat. Bon, ça n'a pas le choix qui a été fait et j'en prends acte. Après, ce qui m'interroge aussi, c'est la question de cette rémunération. Donc j'entends, c'est intéressant là, de se dire qu'on s'aligne sur les indemnités de vice-président.
Après, il me semble que c'est la première fois justement sur cette assemblée qu'on rémunère un poste de quelqu'un qui en délègue une activité. Et ça peut, pourquoi pas, justifier effectivement au regard d'une charge de travail qui serait importante. Mais peut-être ce serait aussi à re-questionner plus largement par rapport à des conseillers qui sont investis ou des vice-présidents qui sont investis ou moins investis, et de reposer ça. Et la question est, là encore, est-ce que c'est une indemnité de président pour les 4 mois ou 5 mois à venir, ou est-ce que c'est quelque chose qui a vocation à être pérennisé? Et comme l'a dit Michel, justement, il me semblait que c'était plutôt du ressort du conseil d'administration de la SPL de se positionner sur un éventuel indemnité ou dédommagement du président au regard de la charge de travail qu'il effectue pour la structure et de sa disponibilité, bien entendu, et des indemnités qu'il pouvait toucher par ailleurs. Donc moi, ça m'interroge aussi un petit peu sur ce volet-là, en notant que c'est une indemnité maximale, donc je pense que ça pourrait aussi être discuté au sein de la SPL. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou d'autres remarques sur cette délibération? Non, je n'en vois pas, donc je vais essayer de répondre. Sur le problème de la rémunération, c'est le plafond qu'on désigne. Ce n'est pas la rémunération, c'est un plafond. Donc à l'intérieur d'un plafond, il y a un plancher et un plafond, et entre les deux, voilà. Donc c'est un élément important à préciser, c'est un plafond. Après, effectivement, il y a beaucoup de vice-présidents qui font un travail important, mais les vice-présidents, ils perçoivent une indemnité. Or, la loi ne permet pas de cumuler la fonction de vice-président et de président de la SPL. Ensuite, par rapport aux questions que posait Michel, on désigne, on ne le nomme pas. On le désigne, c'est-à-dire on l'autorise à candidater. Le plafond, j'ai répondu. Et pourquoi un seul candidat? Eh bien parce que nous étions mis d'accord pour imaginer que Christophe Suziot, de par son expérience professionnelle, notamment d'expert comptable à la retraite, et eu égard aux enjeux qui étaient ceux de la SPL dans le glissement de la SEM à la SPL et la mise en place d'un outil qui est beaucoup plus large que la SEM actuelle, puisqu'il va intégrer un certain nombre de fonctions qui n'étaient pas dans la SEM antérieurement, il y a la nécessité de reconnaître le travail qui sera fait et d'accompagner donc ce travail-là par une reconnaissance en termes de rémunération, comme on le fait vis-à-vis d'un vice-président par rapport à la charge de travail qui est la sienne et du temps qu'il y a investi pour faire aboutir les dossiers. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui, pardon. Clément. Non, moi je peux peut-être juste témoigner, puisqu'on a suivi tous, enfin les élus en tout cas communautaires, côté CCLG, une formation SPL. J'ai pu du coup apprendre quels allaient être les rôles du président. Et effectivement, entre son rôle d'organe opérationnel du contrôle analogue, entre la responsabilité qui est quand même accrue, puisque c'est lui qui va garantir en fait toutes les décisions liées à l'intérêt public, en tout cas qu'elle le reste, et tout ce travail régulier de contrôle qu'il doit faire, le suivi étroit et permanent qu'il doit faire auprès du DG et auprès de tous les services. Je rebondis juste sur l'aspect de l'implication que va devoir avoir le président et la charge de travail effectivement qui est représentée par cette fonction. Ça justifie pour moi pleinement cette indemnité. Voilà. Ok. Voilà, pour aller tout à fait dans le sens de Clément, je rajoutais qu'en plus, pour un président de SPL, et en l'occurrence une SPL qui va gérer des domaines skiables, il y a en plus une responsabilité pénale du président de la SPL si toutefois arrive un incident sur les pistes de ski. Alors, il n'est pas incongru. Alors, il me semble avoir compris que ce n'était pas le... ou j'ai pas très bien compris, mais à ce moment-là, vous préciserez. Il me semble avoir compris que c'était pas le principe de la rémunération que vous mettiez en cause, c'est le fait que ce soit décidé
ici en conseil communautaire. Donc moi, sur le sujet, je voudrais bien avoir une précision de votre part. Est-ce que c'est le fait de rémunérer le président qui vous pose problème, ou est-ce que c'est le fait que ce soit le conseil de communauté qui fixe le plafond? Pour ce qui me concerne, c'est le fait que ce soit le conseil communautaire qui, même si c'est un plafond, qui définisse la rémunération. Mais on est obligé de le faire parce que c'est le candidat du Grésivaudan. Et donc il faut que le Grésivaudan autorise un membre de son assemblée délibérative à être candidat. Si ça avait été une autre personne, on n'aurait rien eu à dire par rapport à ça. Mais dès lors que c'est un membre de l'Assemblée délibérante, il faut que notre Assemblée l'autorise à candidater. C'est une autorisation à candidater, ce n'est pas une nomination. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette délibération? Je n'en vois pas, donc je vous propose de mettre la délibération numéro 32 aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, gardez bien la main haute parce que dans la pénombre, je ne vois pas tout le monde. Ceux qui ont un pouvoir, mettez bien les deux bras. Donc, 6 abstentions. Et donc, la délibération est adoptée. Non, pardon, c'était contre ou abstention? Non, c'était abstention, c'est ça, oui. Donc 6 abstentions et la délibération est adoptée. Je vous remercie et je souhaite bon courage à Christophe Suzillot pour porter cette SEM dans les années qui viennent avec des enjeux passionnants et intéressants et fondamentaux pour le Grésivaudan. Le SPL, pardon. La délibération 33, eh bien c'est toujours moi le rapporteur. S'il n'y a pas de questions, je vous propose simplement de regarder le tableau. C'est des gens qui changent de commission. Il y a ceux qui sortent et ceux qui entrent. Et il y a un grand mouvement. Non, c'est pas ça, si. Oui, c'est ça, oui. OK. Est-ce que sur cette délibération numéro 33, il y a des oppositions, des remarques, des abstentions? Donc je la mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Elle est adoptée. Et on en arrive, si je ne m'abuse, à la fin de l'ordre du jour. Est-ce qu'il y a des questions diverses? Je n'en vois pas. Donc je vais lever la séance. La séance est donc levée. Et c'est levé pour tout le monde.